Je voudrais d'abord dire mon contentement de voir le musée juif exposer un certain nombre de collages numériques récents. Ça n'est pas une activité que j'exerce depuis très longtemps. En fait, j'ai reçu une formation d'architecte et ensuite je suis devenu enseignant en architecture et en urbanisme à l'école de la Cambre, que je ne crois pas nécessaire de présenter, et j'ai eu l'occasion là de développer un cours nouveau sur l'histoire et la théorie de l'architecture qui a, je crois, contribué à élargir notoirement la formation des architectes, c'est-à-dire à ne pas former uniquement des praticiens, mais aussi des praticiens qui aient l'occasion de s'interroger de manière plus approfondie sur leur propre discipline, sur ce qui la relie à la société, aux autres formes d'expression artistique ou d'expression littéraire, parce que l'architecture n'a jamais cessé d'être influencée par d'autres types de réflexions ou d'expressions artistiques. Depuis la plus haute antiquité, c'est une pratique qui finalement se situe entre la pratique de la construction, ce qu'on a longtemps appelé l'art de bâtir, et les disciplines artistiques, c'est-à-dire des ensembles plus formalisés d'expression qui ont joué, qui sont entrés, je dirais, dans l'histoire sous le nom assez impropre de style, c'est-à-dire un ensemble de caractéristiques reconnaissables d'une période, d'une orientation, d'objectifs non seulement professionnels, mais très largement sociétaux. Voilà, je dirais la formation d'architecte, en tout cas telle que je l'ai reçue, accordait encore une place très importante au dessin à main levée. On procédait d'abord à ce que l'on appelait une esquisse dont le rôle essentiel était de dégager ce que dans le jargon des architectes on appelait un parti, c'est-à-dire par-delà toutes les exigences du maître de l'ouvrage ou les exigences techniques auxquelles il fallait répondre, il s'agissait de trouver assez vite, et l'intuition joue là une assez grande place, de trouver une idée coordinatrice de l'ensemble de ces exigences, parfois contradictoires, qui s'imposent à l'architecte. Certainement, il m'est arrivé, j'ai fait un petit livre qui s'appelle « Épîtres aux Terriens » sur le 8e jour de la création, un thème qui a évidemment à voir avec beaucoup d'objets qui sont présentés ici au musée juif. Le 8e jour de la création est une allusion évidente à la Genèse. Dieu crée tout ce que nous connaissons en 6 jours. Le 7e épuisé, il se repose. Et à partir du 8e, c'est à nous, en quelque sorte, à prendre le relais et à voir si ce qu'il a créé nous satisfait et est véritablement conçu tel que cela pourrait répondre à nos aspirations, ou s'il nous revient à nous, humains, avec nos qualités et nos défauts, de contribuer de façon, je crois, de plus en plus active et présente à ce que, avec le côté négatif et positif, à ce que notre monde est devenu. On peut discuter évidemment très longtemps du but de l'ouverture de musées juifs. Il en existe à travers le monde un nombre considérable. Je crois, et c'est heureux,
que tous n'ont pas la même orientation. Je crois que le musée juif de Bruxelles, qui a la chance de se trouver dans la capitale de l'Europe, est particulièrement bien placé pour mettre l'accent sur les échanges qui ont eu lieu entre les différentes formes et de religion d'abord, ensuite de philosophie, tous les grands courants métaphysiques descendent de la religion, et je crois que je ne suis pas le seul parmi les administrateurs de ce musée à essayer que notre vision soit la plus interculturelle et la plus large, et c'est dans ce sens que je souhaite que même le collage soit l'occasion pour les uns et les autres, quelles que soient finalement ses convictions fondamentales, d'échanges approfondis sur ce que nous avons de particulier et ce que nous avons en commun. Et ainsi, quand tu m'as souvent posé la question, est-ce qu'il ne faut pas pour le public tracer des pistes qui lui permettent de mieux rentrer dans le collage ou d'en comprendre les intentions? Il y a des intentions qui m'échappent à moi aussi et qui nous échappent à tous, mais qui contribuent précisément à cette étincelle qui nous fait découvrir des possibilités nouvelles par-delà les clivages de toutes les orthodoxies que je regrette profondément, parce que toutes les orthodoxies sont hélas mêlées aux grandes guerres entre les humains, que ce soit de la plus haute antiquité jusqu'à l'actualité la plus récente. J'ai toujours eu une passion pour la peinture et pour l'histoire de la peinture occidentale, dans laquelle il y a des tableaux qui sont absolument emblématiques. Déjà avant cela, rien que le mot icône le laisse entendre, des images sont devenues iconiques, c'est-à-dire sacrées, au point que par exemple dans l'art grec ou byzantin, des images font l'objet de culte. Ce n'est pas un objet de musée comme nous le concevons aujourd'hui au musée juif, c'est un objet de culte que l'on adore, ce sont des images que l'on embrasse, ce sont des images auxquelles on voue une véritable admiration, une dévotion souvent fervente. Donc le fait qu'à un moment donné, un conservateur assez influent du musée d'art moderne de Gand, qui s'appelait Jan Hut, ait demandé à cet artiste flamand Chris Martin, à l'occasion de la restauration de cet agneau mystique des frères Van Eyck, de concevoir la présentation du cadre vide qui, aujourd'hui encore, à l'étonnement de certains baigneurs ou visiteurs, se trouve sur la plage d'Ostende. Pour d'autres, je crois, ce cadre est une énigme ou ne représente rien. Et je trouvais que l'occasion était très belle, par référence à ce cadre devenu vide, qui correspond à certains courants philosophiques actuels. Je dirais par exemple, depuis Nietzsche, l'idée de la mort de Dieu, le cadre vide serait en quelque sorte l'agneau mystique, c'est-à-dire le Fils de Dieu venu sur terre pour racheter nos péchés et pour nous délivrer, n'est plus là, il n'est en tout cas pas là dans le cadre vide de la plage d'Ostende, donc il y avait place pour l'imagination, peut-être un peu débridée et parfois pas tout à fait orthodoxe, de quelqu'un qui a cherché à le remeubler en faisant une série d'allusions non seulement à cette peinture
occidentale, à tout ce qui a dérivé des frères Van Eyck, mais également aux thèmes évoqués à la place de la religion, à la place du paysage, du costume, même de la végétation. Tout est dans ce tableau extraordinaire qui est, on pourrait le considérer comme l'emblème de ce qui paraît avoir complètement disparu aujourd'hui, c'est-à-dire un ordre immuable et universel. Nous sommes aujourd'hui dans un monde extrêmement divisé, même dans des conflits parfois extrêmement violents, alors que l'agneau mystique, que l'on peut revoir à l'église Saint-Bavon à Gand, à sa place originelle, ce tableau qui est un tableau d'autel, c'est-à-dire un tableau devant lequel se déroulait une messe, se déroule un culte sacré. Ce tableau est une merveille, je dirais, d'ordre social immuable. Il est construit sur un axe central, on y voit d'un côté l'inspiration de la religion catholique, c'est-à-dire ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament et les Juifs la Torah, et on y voit ces deux parties illustrées par des personnages, pas toujours faciles à identifier, mais qui seraient ceux qui ont apporté leur contribution à cet édifice intellectuel et spirituel. On y trouve évidemment deux registres, un registre terrestre à la partie inférieure, un registre divin ou céleste à la partie supérieure, avec trois personnages centraux. Au milieu, ce qu'on a longtemps cru être Dieu le Père, c'est-à-dire le Dieu emprunté à la Torah, à l'Ancien Testament, dont la critique moderne considère qu'il s'agit en réalité du Fils envoyé pour sauver l'humanité, avec d'un côté sa mère, la Vierge Marie, et de l'autre Saint Jean-Baptiste, qui pour les chrétiens est censé être celui qui annonce le Christ. Il y a évidemment beaucoup de débats, notamment entre les différents courants du judaïsme ou du christianisme, pour savoir s'il y a là un certain nombre d'emprunts abusifs ou si l'on peut véritablement considérer comme les chrétiens, et c'est ce qui légitime la religion catholique encore très présente en Occident aujourd'hui, comme ayant annoncer véritablement ce qui allait être le Nouveau Testament. Donc, partir de ce tableau, mais partir de son cadre vide et le meubler d'allusions plus contemporaines empruntées à différents domaines, me paraissait quasiment inépuisable, et c'est ce qui fait que le musée exposera un certain nombre de collages, cette fois numériques, ne résultant plus de papier découpé et collé, un certain nombre de collages qui continuent à la fois à me distraire, à me détendre de la publication d'une série d'ouvrages qui, eux, ont essayé d'approfondir les circonstances historiques dans lesquelles se situe cette longue évolution. Enfin, longue, quelques siècles à notre échelle, mais une fraction de seconde à l'échelle de l'évolution de l'univers. Des savants en parleraient beaucoup mieux que moi. Ces rapprochements, je n'en suis pas non plus le créateur. Les peintres eux-mêmes, dans leurs synthèses, y ont cédé. J'ai eu l'occasion de faire pour l'Académie de Belgique une petite étude dont je t'avais parlé concernant un tableau, magnifique tableau qui est dans l'église Saint-Pierre
à Leuven, et qui tourne, c'est un tableau chrétien, Dirk Bouts, successeur de Van Eyck, qui oppose, et c'est très rare dans la peinture flamande, puisqu'elle est une expression du catholicisme organisé et que ses références au judaïsme sont donc indirectes, le tableau de Dirk Bouts donne comme inspiration de ce que les chrétiens appellent la scène, le dernier repas du Christ, dans le même tableau, la Pâque juive. C'est donc, on pourrait dire, c'est quelque part un collage. Les deux images sont totalement nées de l'imagination de ce peintre, bien sûr déjà inspiré par l'image qu'en ont donné ses prédécesseurs. Il y a une longue histoire de l'imagination picturale, mais on est étonné de voir que dans une aussi longue histoire de la peinture, il est très rare de trouver côte à côte la vision juive et la vision chrétienne, et la vision juive non altérée, elle n'est ni présentée de manière dépréciative, elle ne fait pas l'objet non plus d'une valorisation particulière, mais on y voit des personnes, hommes et femmes, dans ce qui était censé être leur habit d'époque, célébrer leur culte en toute dignité comme étant la source d'un rite très important de la religion chrétienne. Au fond, ces collages sont quelque part encore en pleine actualité. L'histoire et les conflits religieux tels qu'ils continuent à s'écrire et à s'interpréter, et en même temps, pour moi, qui avoue être d'origine juive mais totalement incroyant, peut aussi être abordé dans d'autres collages avec un peu de recul, et c'est ce que tu as appelé mon humour. Je crois que l'humour est, depuis très longtemps, sa qualité a été mise en évidence. L'humour est une manière de détendre l'atmosphère, de rompre les conflits, d'amener presque les deux parties belligérantes à rire toutes les deux de leur radicalité et de leurs oppositions. Je me suis amusé à faire un petit jardin personnel qui aurait été celui d'un peintre flamand du XIXe siècle, Émile Claus, qui nous a laissé un portrait d'un jardinier portant amoureusement un pot avec, je crois que ce sont des géraniums. Un des rôles qu'ont eu les peintres, c'est de nous présenter des figures symboliques, pas seulement des grands personnages de l'histoire ou de l'histoire religieuse. Quand on voit le jardinier de Claus, mais c'est presque le type de ce qu'est un jardinier, de même qu'on dit d'un autre peintre flamand, Constant Permeke, qui est celui qui a le mieux exprimé par sa peinture presque la manière dont le paysan et sa terre ne font qu'un. Donc je me suis dit, ce paysan de Claus, quel collage mettrait-il dans le cadre vide de l'agneau mystique? J'y ai repris Dieu, la Vierge et Saint Jean-Baptiste, mais comme nous sommes sur la plage, j'ai été sur Internet m'enquérir du prix des balancelles de terrasse ou de plage, et je les ai descendus de leur registre divin pour les rapprocher du registre humain du jardinier. Et ils sont donc là, se balançant sur un fauteuil, une balancelle contemporaine qu'on peut s'acheter sur Internet. Voilà pour
disons, le chemin parcouru entre les Van Eyck et Émile Clos. J'ai imaginé un film qui se tournerait sur la plage d'Ostende, prenant pour acteurs de nouveau ces trois personnages clés, la Vierge, son fils et Saint Jean-Baptiste, mais vendant cette fois de la crème à la glace sous le nom de Aux Trois Parfums, allusion évidemment à la Sainte Trinité, mais avec un humour dont je suis sûr que même le chrétien le plus pratiquant ne se formalisera pas. Pour couvrir cette ancienne charrette avec laquelle on amenait la crème glacée jusque sur la plage, j'ai repris l'extraordinaire signature de Van Eyck dans un de ses tableaux, latinisé comme tout humaniste, Johannes de Eyck, fuit hic, fut ici, il était là, présent à la scène, il a côtoyé Dieu, sa mère et Saint Jean-Baptiste, et donc on y voit un perchiste, un caméraman occupé à filmer nos trois acteurs qui continuent à jouer des rôles très importants dans le monde. Ici, la Ronde de nuit de Rembrandt n'a évidemment rien à voir avec le thème de l'agneau mystique, mais je me suis amusé à créer, avec un de ces innombrables autoportraits magnifiques, un Rembrandt à l'ordinateur, utilisant le collage numérique pour faire sortir de son tableau certains personnages et les mettre en évidence. Ceci est un grand clin d'œil à la Belge, évidemment, un hommage à Magritte, figure incontournable de l'imaginaire belge, au point que, comme le mot antisémite, on emploie aujourd'hui le mot surréalisme à toutes les sauces. À chaque journal parlé, on vous sort que telle ou telle chose est surréaliste. C'est du non-sens pur, mais ça fait partie du vocabulaire. Avec beaucoup d'humour, Magritte avait conçu des cercueils de la forme de certains personnages peints par Manet. Il y a donc une distance par rapport à un confrère peintre de l'époque précédente, et il a ces personnages qui sont dans le tableau célèbre de Manet au balcon, se retrouvent dans un balcon de Magritte, déjà morts. Ils sont morts, effectivement, si l'on regarde la chronologie, et ils sont dans des cercueils conçus pour qu'ils puissent rester assis comme Manet les a représentés. Et donc, j'ai mis Magritte au centre, en Dieu le Père ou Dieu le Fils qui organise ce spectacle, les personnages, deux figures féminines de Manet, les cercueils de part et d'autre, et à la Magritte, j'ai mis, tout le monde connaît Ceci n'est pas une pipe, tableau de Magritte célèbre, j'ai mis Ceci n'est pas un Maneyck, c'est-à-dire un croisement de Manet et Van Eyck. Je crois que ça parle de soi-même. L'agneau, assez étonné, est sorti du tableau. Il regarde le spectateur sur la plage, qui lui-même regarde le cadre vide que j'ai eu l'outrecuidance de remplir. Alors, quelques récits juifs, je dirais, connu de tout juif, qu'il soit religieux ou non, le livre d'Esther, la reine qui sauve son peuple. On n'a évidemment aucune image ni de la reine Esther, ni du roi Assuérus, son mari, auprès duquel elle plaide la cause de son peuple. Je les ai donc fait débarquer peut-être un peu vite sur la plage d'Ostende, et dans un rapport, ici on pourrait dire c'est un clin d'œil au féminisme actuel, tous les tableaux historicisants qui ont représenté Esther et Assuérus, Esther n'est jamais que la reine,
au genou de son mari, je dirais. L'autorité, c'est le roi. J'ai inversé ce rapport, elle est au centre du tableau et lui s'affale sur un fauteuil de plage, alors que dans le tableau classique de Poussin, auquel je l'ai emprunté, c'est lui qui domine et Esther est la figure secondaire. Donc quand tu parlais d'humour, c'est un peu tout ça. Et souvent, j'ai fait un petit montage pour expliquer le jeu du hasard dans le collage numérique aussi, en découpant numériquement, c'est-à-dire qu'on découpe des pixels dans une image, en découpant Assuérus, je me suis aperçu qu'il se mettait tout à fait naturellement sur un fauteuil de plage et je lui ai souhaité de bonnes vacances. Là, c'est peut-être, mais il n'y a là non plus aucune intention anti-religieuse quelconque. L'agneau, il se fait que très souvent, nous le mangeons et même au cours de joyeuses ripailles collectives à la broche. J'ai donc intitulé un collage et je crois que ça correspond à une certaine vérité. Les dieux et les hommes ont faim. Un philosophe allemand, Constantin Brunner, auquel j'ai emprunté beaucoup d'idées, développe philosophiquement que les hommes animaux au départ sont restés, même jusqu'aujourd'hui, profondément anthropophages. S'ils pouvaient, ils dévoreraient leurs semblables, et je crois que s'ils y ont intérêt, ils n'hésitent jamais à les détruire. Je souhaite que les visiteurs de l'exposition trouvent eux-mêmes les allusions ou fabriquent leur propre interprétation de ces collages qui sont à leur entière disposition. Promenez-vous à l'intérieur de ces images avec la liberté que j'ai essayé d'y mettre.